Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Kunai, un outil open source de monitoring sous Linux, avec Quentin Jérôme. Bonjour Quentin. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Collin. Bonjour. Alors Quentin, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Moi, c'est Quentin Jérôme. Je travaille au Luxembourg depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par travailler en tant que consultant dans diverses équipes de réponse à incidents. Et donc, suite à ça et aux expériences que j'ai pu récolter sur le terrain, j'ai aussi fait beaucoup de projets open source donc en relation avec cette thématique-là. Et dorénavant, je travaille au Circle pour travailler full-time sur Kunai, le projet dont on parle ce soir. Donc un logiciel libre de surveillance Linux. Exactement. Merci pour la traduction, Hervé. Alors, dans quel contexte tu as créé ce logiciel ? Alors, j'ai créé ce logiciel principalement parce que je trouvais que c'était une brique manquante sur les systèmes Linux. J'étais très satisfait en fait de l'expérience de Sysmon sur Windows que j'ai pu utiliser dans mon quotidien, aussi bien pour résoudre des incidents que pour faire de la détection. Et voilà, je trouvais vraiment qu'il manquait quelque chose sur Linux, quelque chose d'open source. J'ai longtemps attendu pour la version Linux de Sysmon, donc qui a été développée par Microsoft. Et en fait, au moment de sa sortie, j'ai été très 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 déçu parce que en fait personnellement, donc je trouvais qu'ils s'étaient trop calqués sur le système Windows, trop repris en fait les événements spécifiques à Windows sans prendre en compte la spécificité de Linux. Et ça vient d'où le nom Kunai ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Kunai, c'est quoi ? C'est un petit couteau japonais qu'on voit souvent dans les mangas. Donc je voyais ça vraiment comme un petit outil qui sert à faire plein de choses. Et voilà le petit signe au ninja. Ouais, référence au couteau suisse, mais japonais. On peut dire ça comme ça. Alors, tu ne peux pas ouvrir une boîte de conserve avec un kunai. Il faut vraiment être très très bon. Et du coup, Et alors, qu'est-ce que tu as intégré comme spécificité particulière que tu ne retrouvais pas dans le Sysmon pour Linux, dans Kunai ? Qu'est-ce que je ne trouvais pas dans le Sysmon pour Linux ? Eh bien, en fait, j'ai surtout, voilà, comme je l'ai dit précédemment, remarqué qu'il y avait des problèmes, on va dire, d'incompatibilité entre les systèmes. Par exemple, il y avait beaucoup d'événements. Donc, pour ceux qui sont habitués aux outils de monitoring, ça fonctionne souvent par événements, donc événements de différents types. Ça peut être l'exécution d'un processus, ça peut être l'ouverture d'une connexion réseau, ça peut être, je sais pas moi, l'écriture d'un fichier, la lecture d'un fichier, donc ça c'est tous les types d'événements. Et la chose que j'avais identifiée, c'est que beaucoup de champs qui étaient spécifiques à Windows avaient été juste portés sur la plateforme Linux, sans pour autant de se poser la question, est-ce que ça avait vraiment un sens sur Linux ? Et je trouvais ça un peu déroutant parce qu'en fait, on amoindrissait, on va dire, la version Linux par rapport à la version Windows, juste pour garder, on va dire, la même dénomination des champs pour les événements. Et je trouvais ça assez limitant pour le coup. Et ça, c'est une des choses que moi, j'ai voulu corriger dans la version de Kunai. Mais du coup, est-ce que tu fournis quand même une compatibilité, par exemple pour les gens qui ont des collecteurs et qui parsent déjà des logs? Est-ce que je peux remplacer Sysmon Linux par Kunai directement ou est-ce qu'il faut que je réadapte mes workflows derrière? Alors je pense qu'il faudrait réadapter un peu le workflow parce que bon, ça c'était une autre partie qui me dérangeait aussi dans
dans la version de Microsoft, donc Sysmon for Linux, c'est que son output, sa sortie, son format de sortie, c'était le XML. Et du coup, on est d'accord, c'est quand même pas très pratique à intégrer. Et moi, le format que je voulais donner, c'était donc le JSON, qui est un peu plus simple à parser, on va dire. Et voilà, donc je pense qu'il y aurait déjà ça à adapter. Et ensuite, bien évidemment, tout le nom des champs doit être adapté dans on va dire dans le CM, par exemple, ou l'endroit où on stocke les logs. Alors, nous, les vieux, on a fait du SOAP, hein, le XML, on connaît. Ouais, moi aussi, j'ai fait du SOAP. Et lancer un projet comme ça, c'est, on va dire, titanesque. Tu commences par quoi ? Et comment tu as commencé à prioriser les sujets ? Mais globalement, le premier commit, c'est quoi ? Alors, c'est un peu compliqué à répondre parce que le premier commit officiel, me concernant, c'est toujours quelque chose d'assez abouti déjà. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé à travailler et le moment où j'ai fait vraiment le premier push sur GitHub, je crois que c'est presque passé 1 an quand même. Donc après, c'est dur à dire de revenir en arrière et de se dire par quoi j'ai commencé. Déjà, j'ai commencé par apprendre le Rust parce que je n'étais pas forcément champion du Rust au début. Donc j'ai commencé par là. J'ai commencé à me mettre à jour sur toute la technologie de technologie eBPF, Extended Berkeley Packet Filtering, qui est un mécanisme qui permet de placer des hooks dans le kernel Linux. Et donc voilà, j'ai commencé par tout ça et après j'ai commencé par un POC, hein, comme tout le monde, donc juste hooker un syscall et puis de fil en aiguille en faire plusieurs. Donc voilà. Oui, parce que ce que tu n'as pas dit aussi, la grosse différence entre Sysmon Linux et Kunai, c'est que le premier est 100% écrit en C, en pur C, alors que Kunai est en Rust. Oui. Et du coup, il y a une partie qui nous intéresse aussi beaucoup sur l'intégration avec Yara X. Est-ce que déjà tu peux représenter un peu le contexte autour de Yara X, expliquer quelle est la différence, qu'est-ce que ce projet open source? Donc Yara X, c'est la réécriture donc par l'auteur de Yara, qui était initialement écrit en C et il a décidé donc de le porter en Rust. Personnellement, je connais pas vraiment les raisons pour lesquelles il a fait ça, mais bon, je pense avoir dans l'idée que Rust est donc un langage beaucoup plus, on va dire, sécurisé, qui fournit beaucoup plus de garanties que le C, et donc j'imagine qu'il a décidé à un moment ou l'autre de faire ce choix-là, de réimplémenter Yara en Rust. Et donc me concernant, pour la partie Kunai, s'est posé la question, au bout d'un certain temps de développement, d'intégrer la partie monitoring donc dynamique du système, mais aussi éventuellement de pouvoir scanner des fichiers basés sur ces événements dynamiques. Donc, par exemple, on peut faire le choix à l'ouverture d'un certain type de fichier de le scanner avec des signatures. Et par chance, ça coïncidait presque parfaitement avec les premières releases de Yara X. Donc voilà, j'ai peut-être été dans les premiers à intégrer Yara X dans un outil en Rust. Donc voilà. Et pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Yara, en quelques mots? Alors Yara, c'est un outil qui permet de faire je suis désolé pour les anglicismes, du pattern matching. Vas-y. Pas de souci. Dans des fichiers. Hervé traduit en temps réel. Non, mais vous inquiétez pas. Donc, on réexpliquera. C'est beaucoup utilisé dans la communauté, réponse à incident, recherche de malware pour créer des signatures qu'on peut charger dans un engine, dans un moteur, dans un moteur de règles qui permet de rechercher des signatures dans des fichiers. Et le moteur est donc open source et les règles, pareil, on en trouve pléthore sur Internet qu'on peut réutiliser. Et quand tu parles de signature, juste pour rentrer un petit peu dans le détail, on parle de quoi exactement ? Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des exports d'un binaire,
ça peut être des morceaux de code sous forme binaire, encore une fois. Et voilà. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être le condensat d'un fichier, ça peut être des chaînes hexadécimales à différents endroits, des expressions régulières. Enfin, c'est vraiment presque comme des règles d'antivirus, en fait, que tu peux définir toi-même. C'est presque même plus que ça, parce que je crois que c'est Turing complet, Yara. On peut faire vraiment plein de choses. On peut faire des boucles, on peut faire vraiment une tonne de choses. Pour rechercher en fait des signatures dans des fichiers, des patterns. Et des projets type Yara-X, donc écrit en Rust, derrière ça peut te permettre d'avoir un binaire cross-platform pour le lancer sur ta machine. Toi, avec notamment l'utilisation et le développement de Kunai, comment tu peux intégrer Yara-X à ton projet? Et quels sont, est-ce que tu peux nous expliciter un ou deux cas d'usage que tu as? Je sais pas, tu hook des systèmes, création de fichiers sur un FS, et en même temps tu vas runner plusieurs règles Yara-X et créer une alerte. C'est quoi les cas d'usage et comment tu intègres ça à ton codebase et à Kunai? Bah oui, c'est exactement ça. En fait, le cas d'usage que tu as décrit, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que Kunai, avant l'intégration avec Yara-X, il était juste capable donc de monitorer de l'activité système, donc dynamique, la création d'un fichier, l'exécution d'un binaire, mais en aucun cas il y avait cette capacité de pouvoir en fait vérifier le contenu du fichier face à une base de données de signature. Et c'est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire on fait tourner Kunai sur un système, on a tout un système de règles qui permet éventuellement de détecter des anomalies sur le système, ça c'est une chose, et se dire en plus de ces détections d'anomalies, je veux faire un scan du fichier en soi avec mes règles Yara, donc soit que moi j'ai créé ou que j'ai pu trouver sur internet avec toutes les règles qu'on peut trouver sur les malwares. Et il n'y a pas trop d'impact niveau performance sur le système? Parce que entre ton module qui va justement monitorer, superviser tous ces événements et ensuite le passer à du Yara pour faire des vérifications. Après, ça c'est toujours la même problématique, c'est que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la manière dont les règles Yara sont écrites. Ça va dépendre du nombre de règles qui sont chargées. Donc ouais, c'est très très dur à répondre comme question. Et comment tu intègres donc Yara-X au projet Kunai? Tu fais un guide submodule de Yara-X et tu intègres ça. Comment ça s'intègre? Et il y a des API à disposition? Oui, donc il faut savoir que Rust, donc ça fonctionne sous la forme de, ils s'appellent pas ça des packages, mais ils appellent ça des crates, donc des cagettes, qui sont censés être des petits blocs de code. Et donc il y a une crate pour Yara-X, donc il suffit de l'importer, on va dire, dans le projet, et il prendra la bonne version qui a été demandée, et on se réfère à la bonne documentation et on intègre. C'est très similaire à un import sous Python. Tout à fait, oui. Je reviens un petit peu sur les performances parce que tu as abordé un sujet un peu délicat qui sont les gens qui écrivent des règles Yara. Et souvent, quand tu récupères des Yara Rules sur Internet, il y a plein d'expressions régulières, plein de conditions, etc. Ce qui fait qu'avec une seule règle, tu peux presque éclater les perfs de ton système. Est-ce que, de ton côté, il y a des espèces de vérifications sur l'impact potentiel que ça peut avoir ou des limitations? Je sais pas, c'est passé un certain temps, j'en sais rien, des espèces de règles comme ça? Personnellement, dans Kunai, non, ça n'est pas là. Mais par contre, dans les API Yara-X, tout est prévu pour faire justement l'étude des performances des règles. Alors, j'ai pas vérifié si c'était intégré dans l'outil de command line parce que Yara-X vient aussi, c'est non seulement un module qu'on peut utiliser dans des projets en Rust et d'autres langages, mais c'est aussi un outil en command line.
et en ligne de commande. Et je crois, il est possible, il est probable qu'il y ait cet outil de diagnostic de performance. Après, personnellement, je ne pense pas vraiment que ça aurait sa place dans Kunai en soi, plutôt le tester à part, par exemple dans un processus de CI/CD pour faire le tri des règles, par exemple. Et du coup, comment tu t'intègres à des règles existantes? Enfin, Sysmon, comme tu dis, a un langage de description basé sur XML. Mm-hmm. Est-ce qu'il existe des règles Yara pour Kunai ou est-ce qu'on doit tout réécrire? Alors, les règles Yara, non, elles peuvent être utilisées comme ça. C'est des règles qui sont celles qu'on peut trouver sur Internet. On fait le choix de les charger dans le moteur de Kunai. Mais par contre, il faut faire la distinction entre le langage que Kunai utilise, lui, pour créer ces règles de détection dynamique, qui là n'ont rien à voir avec du Yara, qui sont dans un format différent basé sur YAML, donc un peu plus simple à parser que du Yara. Donc voilà, Kunai a son propre moteur de règles, mais là qui ne sont pas pour matcher des patterns dans des fichiers, mais vraiment pour faire des signatures dynamiques de ce qui se passe sur le système. Oui, c'est un peu le sens de ma question. C'est-à-dire tu récupères une règle, tu sais que par exemple tel binaire est malveillant et tu récupères une règle sur Internet qui va essayer de matcher une famille de binaires. Souvent, Yara est utilisé en threat hunting, donc en fait tu vas le passer statiquement sur tous les fichiers du parc, alors que Kunai c'est un outil d'évaluation dynamique. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux directement réutiliser la règle que tu aurais passée en threat hunting ou est-ce que tu dois la convertir en YAML dans le format de Kunai pour pouvoir l'utiliser? Alors, ça fait pas vraiment de sens de convertir une règle Yara dans le format de Kunai, puisque en fait Kunai va vraiment se baser sur les données qui sont dans ces événements pour créer la détection. Par exemple, si on regarde la documentation de Kunai, on va voir qu'un événement qui est du type execve, donc quand il y a un binaire qui est exécuté sur un Linux, il va nous donner différents champs. Donc on va par exemple avoir un champ qui est le nom du process parent, et c'est par exemple ça qu'on va vouloir matcher. C'est-à-dire on va pouvoir dire, je sais pas moi, si le process parent est PHP et que la commande que j'exécute c'est whoami, peut-être c'est un petit peu bizarre. Ça va peut-être ressembler à un web shell. Donc ça, c'est le genre de règle qu'on va créer avec Kunai. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut écrire en Yara ou vice-versa. On peut pas prendre des patterns qui matchent dans des fichiers et les convertir dans ce format-là. Je sais pas si ça répond à ta question. Je comprends que dans le cas général, ça va pas forcément marcher, mais comme on a employé le mot antivirus, alors je sais que l'antivirus n'existe plus aujourd'hui, on parle plus de DR, XDR, MDR, mais tu vois, l'idée de dire j'ai cette séquence d'octets qui, si elle est trouvée dans un fichier, indique que le fichier est malveillant, je voudrais pouvoir le passer en statique sur par exemple des pièces jointes de messagerie, des trucs comme ça, ou des fichiers sur le disque, mais je voudrais aussi pouvoir bloquer à l'execve un fichier qui présente ces caractéristiques. Et là, ce que j'essaie de comprendre, c'est quelle est la difficulté de convertir, de passer de l'un à l'autre. Si j'ai une énorme base d'IOC, est-ce que je peux facilement générer des règles Kunai pour dire tous ces trucs malveillants, je veux les bloquer, par exemple? Oui, ça c'est possible. C'est même pas géré via un système de règles, c'est encore plus simple que ça. C'est juste qu'on peut charger des IOC directement dans Kunai et qui lui va générer des alertes basées sur ces IOC. Et en fait, il faut savoir que Kunai a un mécanisme d'action, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose se produit, une alerte est générée, on peut décider de prendre une action. Par exemple, bloquer un processus, l'arrêter. Et là, pour le moment, donc il y a deux actions, c'est soit arrêter le processus, soit le scanner, typiquement avec Yara. D'autres actions sont prévues dans les tuyaux, on va dire. Et voilà, mais c'est pas trop compliqué de passer de l'un à l'autre.
Alors, juste pour compléter sur la syntaxe, il y a quand même pas mal d'incompatibilité entre Yara X et Yara normal, enfin, en tout cas la dernière version, la 4. Et tu as par exemple des caractères qu'il faut échapper, qui n'étaient pas nécessaires d'échapper précédemment. Et tu as quand même un paramètre en ligne de commande qui est relaxed error syntax, qui permet en gros de dire soit compatible avec la dernière version de Yara dans Yara X, pour te simplifier la vie. Et avec Kunai, donc tu as des alertes et potentiellement ça peut stopper des process en fonction de la configuration que tu as. Derrière ces alertes-là, est-ce que tu as créé des collecteurs qui permettent d'envoyer ça dans des CIEM ailleurs au niveau d'une infrastructure autre qu'une workstation, qu'un serveur? Comment ça fonctionne, la suite? Alors la suite, pour le moment, c'est assez simple. C'est que c'est pas implémenté, il n'y a pas de collecteur. La raison, elle est simple, c'est que les utilisateurs de Kunai déjà ne m'ont absolument pas reporté que c'était quelque chose qu'ils souhaitaient. Et on m'a même expressément dit qu'ils préféraient avoir Kunai tourner sur la machine et avoir donc un collecteur externe pour récupérer les logs, donc le collecteur qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour leurs autres systèmes, et pas avoir quelque chose de dédié pour Kunai, que ça les embêtait plus qu'autre chose finalement. Mais si quelqu'un me fait la feature request, je serais OK pour le faire. Et d'ailleurs, comme tu parles des utilisateurs, tu as beaucoup de retours utilisateurs sur GitHub, parce que tu as 841 stars à cet instant présent, ce qui est pas mal. Et ça se passe comment, les retours des utilisateurs? Alors, les retours utilisateurs sont assez minimes, on va dire, pour le moment. J'ai quelques retours via le Discord, des personnes qui voulaient le déployer, en tout cas sur des réseaux qui étaient assez importants, qui m'ont demandé conseils, comment faire. Je ne sais pas si maintenant ça a été mis en pratique, et oui, j'ai quelques idées j'ai quelques utilisateurs qui l'ont déployé. Donc voilà. Non, mais il y en aura beaucoup plus après cet épisode. J'espère. Là, c'est pas encore très connu, puis c'est nouveau. Effectivement, c'est un projet assez jeune. Donc je pense que ça va se développer. Et là, aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Tu cherches beaucoup plus d'utilisateurs qui deviennent un peu plus contributeurs. Qu'est-ce qui ferait que le projet il irait encore mieux? Alors oui, des contributions, c'est intéressant, et je crois que les gens minimisent un peu l'importance même des feedbacks, parce que même un feedback, c'est une contribution à un projet. Donc voilà, juste des personnes qui utilisent, qui essayent, qui disent quand ça va, c'est bien, mais c'est aussi bien quand ça va pas, parce qu'on peut avoir des nouvelles choses à fixer, on peut avoir des nouvelles features à implémenter. Donc voilà, moi je suis ouvert à toute contribution, quelle qu'elle soit, que ce soit du code ou que ce soit des feedbacks. Et ouais, ça serait super intéressant d'avoir ça. Et puis tous ceux qui veulent se mettre à Rust, quelle opportunité magnifique. Exactement. Oui, juste, quelle est la relation en fait entre ce projet, le Circle et toi? Ok. Donc, c'est un projet qui a commencé perso et qui, par souci de financement, a été bougé avec ma personne au sein du Circle sous forme d'un emploi permanent pour travailler sur ce projet. Parce qu'avant que des gens se lancent, ils ont probablement envie de connaître un peu la pérennité, de pouvoir évaluer la pérennité, la stabilité du projet dans la durée. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez par exemple comme, j'allais dire packaging, c'est peut-être pas le cas, mais tu vois, est-ce que c'est un binaire statique qu'il faut juste dropper sur une machine, ou est-ce qu'il y a des paquets Debian, Arch Linux, NetBSD, etc. Enfin, quel est le niveau de support industriel que vous fournissez? Non, là, je me suis... d'ailleurs, ça a été une grosse partie du travail, c'était de faire en sorte que toute la partie eBPF soit justement compatible sur tous les kernels qui sont supportés par Kunai, donc du 5.4 jusqu'au dernier kernel, donc dernier LTS 6.12, et c'est juste un binaire statique sans dépendance. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de la roadmap? Oui.
Donc là, la roadmap à très court terme, c'est d'intégrer des nouveaux événements et typiquement les événements qui sont liés à la stack IO Uring. Je ne sais pas si vous êtes au fait sur Linux. Donc c'est un syscall qui permet de faire beaucoup d'opérations asynchrones sur le noyau Linux. Qu'on peut utiliser si on est malveillant à des fins malveillantes, puisque très peu d'outils finalement l'observent. Et donc voilà, je travaille sur ça en ce moment. Et donc voilà, je suis aussi dans toute... ça commence à être un gros projet, donc là typiquement j'essaie de m'attaquer aussi à des petites périodes de refactoring pour justement pouvoir avoir une base de code qui reste propre tout au long du projet. Tu parlais aussi d'ajouter de nouvelles actions. Ouais, voilà, et aussi, donc, comme j'ai pu le dire précédemment, donc ajouter plusieurs nouvelles actions. Donc je pensais principalement à la mise en quarantaine des fichiers suspects, à bloquer par exemple le trafic réseau basé sur une alerte, et bloquer les accès disques aussi, et bloquer les opérations justement IO Uring. Donc voilà les prochaines actions qui seront implémentées. Et il y a beaucoup de choses aussi à faire sur le côté intégration continue sur le projet, parce que plus le projet avance, plus le kernel aussi change, plus il y a des fonctions qui sont aussi changées dans le kernel, des structures qui sont changées, et dans l'idéal, il faudrait que je fasse aussi une grosse brique qui là va pas apporter grand chose en termes de fonctionnalité, mais qui va pouvoir me permettre de garder un œil sur ce qui se passe en fait dans le code du kernel, pour pas qu'il y ait des petits soucis non prévus du côté de Kunai. C'est-à-dire d'un jour à l'autre qu'on ait une structure qui soit plus bien parsée du côté kernel, et qu'on ait des erreurs. Normalement, Kunai est fait de telle sorte à ce qu'il n'y a pas de comportement imprévu, on a une erreur qui s'affiche quand même. Donc voilà, mais bon, on n'est jamais content quand ça arrive. Ok, Quentin, est-ce que tu voudrais ajouter le mot de la fin ? Le message que j'aimerais faire passer, c'est que allez-y, utilisez Kunai et ouvrez des issues. C'est un très bon mot de la fin. Merci Quentin d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.